Bonjour à tous, de la part de Trajectoire Optimale. La norme ISO 9001 évolue et c'est une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle. À la lecture des documents qui paraissent en ce moment, j'y vois beaucoup d'opportunités pour tous les dirigeants et tous les responsables d'entreprise. À ce jour, votre système de management est opérationnel, votre organisation est performante, vos pratiques métiers sont efficaces et vos clients sont satisfaits. Mais néanmoins, vous vous posez une question. Ce que vous avez construit, ce que vous avez mis en place, va-t-il être remis en cause parce qu'une nouvelle norme arrive? Votre Terre va-t-elle s'arrêter de tourner? La réponse est non. La norme ne prend pas les décisions à votre place, vous êtes le décideur. Nous allons nous intéresser à la norme, aux principes et aux nouveautés. Je ne vais pas ici faire le catalogue de toutes les modifications, mais plutôt j'ai fait le choix de m'arrêter sur quelques-unes d'entre elles et de vous donner des pistes pour les intégrer dans votre système et tirer votre entreprise vers le haut. Mon ambition est réellement de vous éclairer, sûrement pas de vous éblouir. Donc allons voir de plus près ce qu'il y a dans cette norme. Les principes de management ont été modifiés. L'approche processus se trouve très nettement renforcée. Une vraie nouveauté, c'est l'approche et la maîtrise du risque. Alors là, nous sommes juste sur un point essentiel qui est pour moi une vraie source d'amélioration pour ceux qui le traiteront de manière ambitieuse. Il y a aussi des éléments sur une volonté de progresser sur l'alignement stratégique, c'est-à-dire la cohérence qu'il y a entre la stratégie, la politique, les objectifs et l'activité de l'entreprise. C'est un point qui peut rendre plus cohérent un système, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a enfin un certain nombre d'éléments sur les ressources humaines qui va peut-être permettre de considérer que les femmes et les hommes sont les moyens de rendre efficace une organisation. Par contre, toujours pas de piste concernant la mesure de la satisfaction des collaborateurs. Cette norme et ses principes, il va falloir les mettre en pratique. Je vais donc reprendre les différents éléments pour leur donner une vision dynamique ou un côté opérationnel. Concernant par exemple les 7 principes de management, qui seront en support de la version 2015, nous pouvons avoir une vision sous forme de flux. Voici une représentation où la direction qui assure le leadership met en place un système, une organisation, qu'elle va orienter vers une finalité qui va être la réponse aux besoins et aux exigences de ses clients. Dans son système de management, elle va utiliser une approche processus, c'est-à-dire un découpage de ses activités qui sont en interaction. Elle aura la volonté d'impliquer ses collaborateurs dans la démarche, et pour prendre des décisions efficaces, elle les prendra sur la base de faits. Bien évidemment, elle aura identifié la chaîne de ses contributeurs, en amont et en aval, avec lequel elle travaillera en synergie. Et pour terminer ce schéma de flux, il suffit de rajouter le 7e principe, le principe d'amélioration. Pour illustrer l'approche opérationnelle de ces 7 principes, j'ai utilisé mon expérience acquise en qualité totale chez Rank Xerox. En 1992, dans son modèle d'excellence qui lui a permis d'obtenir le premier trophée européen de management de la qualité, cette société utilisait déjà ces 7 principes et les avait rendus opérationnels en réalisant des fiches processus soutenues à chaque fois par une idée forte, comme vous le voyez ici. Le client est la priorité de chaque collaborateur. L'encadrement démontre par ses actions son rôle moteur. Les collaborateurs sont rendus autonomes et responsables. Les processus clés doivent délivrer de la valeur ajoutée au client. L'amélioration doit être une préoccupation de chaque instant des collaborateurs. La prise de décision se fait sur la base d'indicateurs et de mesures. Les fournisseurs sont des partenaires. Dans les chapitres 4, contexte de l'organisme, et le 5, responsabilité de la direction, on trouve un enchaînement d'éléments qui invitent l'entreprise à comprendre les attentes et les enjeux de l'environnement dans lequel elle gravite, et qui évoque la nécessité de cohérence entre les éléments utiles à la réflexion, les éléments d'organisation et les preuves d'engagement, autrement dit, l'implication managériale au plus haut niveau. On peut mettre tout cela en perspective pour profiter d'une vision globale. Donc pour moi, l'entreprise navigue dans au moins 2 environnements. Le premier groupe, c'est celui du contexte politique, du social et du légal. Il y a un second groupe qui est de l'ordre de l'environnement professionnel avec des éléments de marché dans lequel l'entreprise évolue avec entre autres l'environnement concurrentiel. La prise en compte des deux
permet aux dirigeants d'affiner sa vision à 1, 3 ou 5 ans et de définir sa stratégie. La phase suivante, il faut prendre en compte la santé de l'entreprise en analysant les données financières, les données économiques et d'autres encore. Le dernier domaine, c'est celui des valeurs chaudes, ici c'est en orange, qui va être ce en quoi les dirigeants croient, leurs convictions, leur paradigme, avec sûrement la responsabilité sociale et sociétale, le respect de l'environnement, l'intégration sociale, la prévention et la sécurité. Avec tout cela, on crée non pas une politique qualité, mais la politique globale et cohérente de la société, dont feront partie la politique qualité, la politique sécurité, la politique ressources humaines et toutes les autres politiques. Il suffit ensuite de se projeter sur du plus court terme, par exemple 1 an, avec des objectifs de résultats et de moyens, bien sûr en nombre limité, d'affecter les ressources en conséquence et de déployer l'ensemble de manière structurée, grâce entre autres au pilotage des processus. Voici un schéma global applicable à toutes les sociétés. S'il est mis en œuvre de cette manière, toutes les conditions de réussite et de performance pour l'entreprise seront réunies. Il sera ainsi aisé de montrer les preuves de l'engagement de la direction. L'approche par les risques devient explicite et là, il y a une vraie piste pour les entreprises pour faire un bond en avant. Les démarches de prévention des risques sont connues. Elles existent déjà dans de nombreux domaines et elles consistent à anticiper des phénomènes qui risquent d'entraîner ou d'aggraver des problèmes existants ou latents. Mais la question est, comment peut-on aborder l'approche risque et l'intégrer dans un système de management de la qualité? Voici 2 possibilités. La première approche est une approche du risque évalué processus par processus. À partir de la tortue de Crosby, qui délivre la méthode pour construire et décrire des processus de manière méthodique, le pilote du processus se pose 2 questions. Quels sont les risques qui viennent empêcher la mise en place du processus? Quels sont les risques si ce processus n'atteint pas ses objectifs? Les données recueillies permettent de revoir le processus en modifiant les étapes existantes, en introduisant des contrôles ciblés et en adaptant les indicateurs si nécessaire. Cette méthode relève de la bonne pratique et répondra aux exigences normatives 2015. La deuxième approche que je veux promouvoir est celle du management des risques. Beaucoup plus ambitieuse car c'est une réelle démarche d'anticipation très puissante. Chaque société rentable aujourd'hui souhaite se développer et accroître sa rentabilité dans une vision à 3, 5 ou 10 ans. Le management des risques va aider à cette réflexion stratégique. En impliquant toutes les fonctions de l'entreprise, il s'agit de se poser 2 questions fondamentales liées à l'environnement interne et externe de l'entreprise. Quels sont les facteurs, les circonstances, les événements qui relèvent de notre activité et qui nous freinent ou nous empêchent d'atteindre nos objectifs? Quels sont ceux qui nous empêchent de maximiser nos opportunités? Les questions sont posées dans tous les domaines avec un spectre très large. Ensuite, le reste de la démarche est méthodique et systémique. Elle se décompose en 3 phases. Identification unique des risques, description détaillée du risque, évaluation du risque sous 2 aspects, la fréquence et l'impact, ce qui va nous donner la criticité du risque. Cela permet de produire une cartographie des risques permettant de décider de réponses adaptées. Vient donc ensuite l'étape décisive, celle de la prise de décision. En fait, 4 types de décisions, comme on le voit sur ce schéma. La réduction du risque et une mise sous contrôle en affectant les moyens nécessaires. Le transfert du risque, c'est-à-dire l'externalisation du risque vers des sociétés en capacité de les prendre en charge. La compensation du risque, sous forme de prise d'assurance par exemple. Une acceptation du risque tel qu'il est, en conservant une surveillance appropriée. La mise en place des différentes solutions sera planifiée et pilotée dans le cadre du projet global de l'entreprise.